Je m'appelle Alec Brown. J'ai 27 ans, et il y a 2 ans, mon père a décidé que j'étais un échec, autour d'une assiette de rôti de bœuf. L'odeur emplissait la salle à manger ce soir d'octobre, lourde et familière, l'ail, les oignons, cette recette de bœuf mijoté que ma mère prépare depuis mes 12 ans. La table en acajou que mon père avait construite lui-même brillait sous le lustre, dressée avec la belle vaisselle, celle que ma mère ne sortait que lorsqu'il y avait quelque chose à célébrer. Spoiler, ce n'était jamais pour moi. La porte d'entrée a claqué, laissant entrer un courant d'air froid et du parfum. Gareth est là, a appelé ma mère, sa voix déjà plus enjouée. Les chaussures de ville de mon frère claquaient sur le parquet comme si la maison lui appartenait. Aux yeux de mon père, c'était le cas. Par la fenêtre, je l'avais vu se garer avec son dernier jouet, une BMW blanche nacrée dont les chromes accrochaient la lumière de la rue. Elle trônait dans l'allée comme un trophée. Ma Honda de 5 ans, comme d'habitude, était garée dehors. Voilà mon champion, a lancé mon père depuis la cuisine. Ce ton-là, c'était celui qu'il utilisait quand Gareth avait fait l'équipe de Varsity, quand il avait obtenu son diplôme, ou décroché son premier job en vantait ton réservé aux vraies réussites. J'étais déjà à table, encore en tenue de travail, un blazer sombre et un pantalon simple. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui crie « réussite », juste l'uniforme d'une femme qui passe ses journées à approuver ou refuser l'avenir financier des autres. Gareth est entré dans la salle à manger comme s'il montait sur scène. Il a ajusté sa Rolex une nouvelle depuis la dernière fois et m'a lancé un clin d'œil. « Salut, petite sœur. »« Salut », ai-je dit en forçant un sourire. « Tu as fermé des univers aujourd'hui ?» Il a ri. Un truc du genre. Ma mère est ressortie de la cuisine avec le rôti, les joues rosies de fierté. « Allez, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Grosse journée à la banque ? » Tous les jours sont longs quand on construit quelque chose de solide, ai-je répondu légèrement. L'ironie m'appartenait. Personne autour de cette table ne croyait vraiment que ce que je faisais était réel. Mon père est sorti derrière elle, une bouteille de champagne à la main. Le champagne cher qu'il cachait au sous-sol et ne sortait que lorsque Gareth accomplissait quelque chose d'impressionnant. Ce soir, on ouvre le bon, a-t-il déclaré en commençant à déboucher la bouteille. Mon fils vient de conclure la plus grosse affaire de sa carrière. Raconte-leur, Gareth. Mon frère s'est renversé sur sa chaise, tout en arrogance détendue. Un client est entré hier pour voir les modèles d'entrée de gamme, et il est reparti avec un modèle luxe entièrement équipé. Financement, garantie prolongée, une commission de 40 000 $. Parfois, il suffit de savoir lire les gens. Leur montrer ce dont ils ont vraiment besoin. Le bouchon a sauté. Le champagne a rempli 3 verres, celui de mon père, celui de ma mère, celui de Gareth. Le mien est resté vide. Pas un oubli, un message. J'ai regardé les bulles grimper dans le cristal pendant que mon père levait son verre. Voilà ce qu'est le vrai succès, a-t-il dit en regardant Gareth. Savoir conclure, savoir faire bouger les choses. C'est la différence entre les rêveurs et ceux qui agissent. J'ai mangé mon rôti, parfait comme toujours, tandis que la conversation circulait autour de moi comme l'eau contourne une pierre. Il parlait des clients de Gareth, de ses chiffres, de ses plans pour le prochain trimestre. Mon père buvait ses paroles. Parfois, ma mère m'accordait un petit sourire crispé, comme pour dire, s'il te plaît, ne gâche pas ça. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai consulté discrètement. Ethan, le dîner, ça se passe comment ? Ton père auditionne encore pour être président du fan club de Gareth ? J'ai souri malgré moi. En direct du gala Gareth Brown. Je suis peut-être la fille du vestiaire. 3 points de suspension. Ethan, envoie-moi un message si tu veux t'échapper. Je viens te chercher. Et Marissa est débile, au fait. Le nom de son ex m'a serré le cœur un instant. Mes parents l'avaient rencontrée à un barbecue, et elle les avait charmés en 5 minutes. Ma mère m'avait ensuite dit, voilà quelqu'un qui sait se vendre. Comme si c'était la plus haute forme d'existence. J'ai rangé mon téléphone et me suis reconcentré sur la table. Et toi, Alec, a demandé enfin mon père, comme s'il se souvenait soudain de ma présence. Le ton n'était pas le même, plus l'obligation que l'enthousiasme. Toujours à la banque ? Toujours, ai-je répondu en reprenant une bouchée. Bien, bien. Un travail stable. Des horaires réguliers. Il hochait la tête comme s'il essayait de trouver quelque chose de positif à dire sur une mauvaise note à un examen.
Rien de mal à ça. Avec. J'ai entendu la suite silencieuse. Si c'est tout ce que tu peux faire. Il s'est tourné vers Gareth. Alors? Le prochain trimestre. Encore 200 000? Un demi-million de commissions? Gareth a ri, mais j'ai vu une gêne traverser ses yeux. On verra ce que fait le marché, Pop. J'aurais pu parler à ce moment-là. Mentionner la promotion que j'avais eue, mon bureau, mon nom sur la porte, mon salaire passé discrètement à 6 chiffres. J'aurais pu leur dire que mes décisions maintenaient les commerces du quartier ouverts, les prêts solvables, les vies stables. Mais j'avais compris une chose, mon père ne croyait qu'aux apparences. Donc Gareth a enfoncé le clou, allez, tu n'as jamais pensé à faire quelque chose de plus relationnel? Tu serais super en vente. Je peux probablement t'avoir un entretien chez nous. Il cherche toujours du sang neuf. Le « gentil » conseil était condescendant. Je suis bien là où je suis, ai-je répondu. Vraiment, a coupé mon père en se penchant vers moi. Et voilà. Ce ton-là, celui qui annonce une leçon de franchise paternelle. Je vais être honnête avec toi, ma chérie, parce que c'est ce que font les pères. Je me suis préparé. Ton frère a gagné cet après-midi plus que toi en 6 mois. Il crée des relations, il saisit des opportunités, il fait bouger les choses. Et toi? Il cherchait ces mots. Tu portes un blazer et tu appelles ça du succès. Le silence est tombé lourdement. La fourchette de ma mère a heurté son assiette. Gareth s'est crispé. Pour la première fois, il avait l'air mal à l'aise. Papa. Non, il a raison, ai-je dit calmement. Je porte un blazer, oui. Dans un bureau où je supervise des portefeuilles de prêts qui pourraient ruiner des gens si je me trompe. Mais tu as raison, ce n'est pas aussi brillant qu'une BMW dans l'allée. Mon père a soufflé. Ne sois pas dramatique. Je ne veux pas que tu te contentes de moi. Tu es trop intelligente pour passer ta vie à pousser du papier. Pousser du papier. J'aurais pu mentionner le mémo de promotion sur mon tableau. Mon patron qui m'avait dit, on te prépare pour un poste de direction. Les nuits où Ethan restait en visio avec moi pendant que je finissais une analyse, parce que mes décisions avaient du poids. Au lieu de ça, j'ai plié ma serviette et l'ai posée près de mon assiette. Je devrais y aller, ai-je dit. Ma mère a levé la tête d'un coup. Allez, attends, tu n'as presque, le dîner était excellent, maman. Je l'ai embrassée sur le front. Elle sentait le romarin, le savon à vaisselle et l'inquiétude. Merci d'avoir cuisiné. Je me suis redressé et j'ai regardé Gareth. Félicitations pour l'affaire. C'est impressionnant. Il a dégluti. Merci, aïe. Puis je me suis tourné vers mon père. Félicitations, ai-je dit avec un sourire mince. Pour avoir élevé un fils qui gagne de vrais sous. Il m'a regardé, incertain si je plaisantais. Je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai attrapé mon blazer, l'ai passé sur mon bras, et me suis dirigé vers la porte. Mon téléphone a vibré encore. Ethan, toujours en vie. Dehors, dans la nuit d'octobre, l'air était plus froid que je ne m'en souvenais. Je me suis arrêté près de ma Honda. À travers la fenêtre, j'ai vu Gareth rire, une coupe de champagne à la main. Je ne l'entendais pas, mais je savais exactement ce que ce rire donnait grand, facile, doré. J'ai écrit à Ethan, définir vivante. Il a répondu aussitôt, tu veux de la compagnie? J'apporte à manger et un mauvais film. Une partie de moi voulait dire oui, aller chez lui, me blottir contre lui, l'entendre me dire que mon travail comptait, que je comptais. Mais quelque chose en moi avait changé à cette table. Non, ai-je écrit. J'ai juste besoin de réfléchir ce soir. Il m'a envoyé un cœur. Et je l'ai aimé pour ça. Ethan n'avait pas besoin de public pour se sentir accompli. Il n'avait rien à prouver. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai regardé le reflet de la BMW dans mon rétroviseur. Mon père avait dit que je jouais au bureau. Il n'avait aucune idée que, à l'étage d'un immeuble du centre-ville où mon nom figurait sur la porte d'un bureau, je signais des documents qui pouvaient soit protéger des familles, soit les mener à la faillite. Aucune idée que mon travail tranquille, soi-disant administratif, allait bientôt impliquer une demande de prêt portant le nom de mon frère, et que ma signature déciderait si l'enfant prodige recevrait une énième chance ou se heurterait enfin au mur. Ce soir-là, j'ai pris une décision, je ne discuterai pas la vie de mon père,
je n'énumérerai pas mes promotions comme Garrett récite ses commissions, je ne le supplierai pas de me voir. Je continuerai à construire un succès qui n'avait pas besoin de ses applaudissements, un succès qui parlerait de lui-même le moment venu. Je ne savais pas que ce moment était déjà en marche, sous la forme d'une épaisse chemise cartonnée portant « Garrett Brown » en lettres nettes, en route droit vers mon bureau. Le jeudi matin, chez Great Lac Financial, est mon moment préféré, beaucoup détestent le silence du travail administratif, la monotonie des chiffres, mais les chiffres, eux, ne m'ont jamais menti comme les gens le font, ils sont clairs, prévisibles, ils disent la vérité, même lorsqu'elle fait mal. J'en étais à la moitié de ma deuxième tasse de café quand Sarah, mon assistante, frappa doucement à l'encadrement de ma porte. « Allez, celui-ci a besoin de votre approbation. » Elle tenait une chemise trop épaisse pour un simple prêt personnel. « Quel montant ? » 200 000. J'ai hoché la tête. « D'accord, pose-le. » Elle hésita, puis ajouta, « Le demandeur a le même nom que vous, Brown. » Mon stylo s'arrêta en plein mouvement. En 2 ans à la banque, je n'avais jamais vu un autre Brown dont les informations ressemblaient à celles de ma famille. Ce n'était pas un nom rarissime, mais ce n'était pas Smith non plus. Et quelque chose, dans la voix de Sarah, me fit nouer l'estomac. « Merci, murmurai-je. Je m'en occupe. » Lorsqu'elle partit, j'expirai lentement et attrapai le dossier. Dès que je l'ouvris, mon pouls trébucha. Demandeur, Garrett James Brown. Date de naissance, celle de mon frère. Adresse, son condo de Lincoln Park, celui dont il se vantait sur Instagram. Je restai figé plusieurs secondes. Mon bureau me sembla soudain trop chaud, comme si l'air s'épaississait. Mon frère, l'enfant chéri, avait demandé un prêt personnel de 200 000 $. Et, d'une manière ou d'une autre, son dossier avait atterri sur mon bureau. Je me renversai dans mon fauteuil en cuir, le même que mon père avait un jour qualifié d'accessoire sophistiqué pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le vrai travail. S'il savait. Je tournai la page. Les chiffres frappaient comme un coup de poing. Score de crédit, 640. Garrett avait toujours fanfaronné être dans les 700 élevés. Un Noël, il m'avait sermonné sur l'importance de la responsabilité financière, alors que j'étais littéralement la personne qui approuvait des portefeuilles de prêts pour vivre. Mais ça. C'était quelqu'un en pleine chute. Retard de paiement, carte maxée, 78 000 $ de dette de crédit, 12 demandes de crédit en 6 mois, un ratio d'être revenu si élevé qu'on aurait cru une mauvaise blague. Et puis je vis la signature. Co-signataire, Thomas Brown. Mon père. Son écriture, large et arrondie, à côté de celle de Garrett, comme s'il avait fièrement signé sans hésiter. Sauf qu'au fond de moi, je savais que mon père n'avait aucune idée de ce qu'il avait accepté. Une vague glacée me traversa. J'attrapai mon téléphone et composai le numéro du bureau de mon père. Il répondit à la 3e sonnerie. Brown Construction, Tom à l'appareil. Papa, c'est moi. Et, ma chérie, dit-il chaleureusement. Tout va bien dans ta petite banque ? Je fermai les yeux. Ta petite banque. Comme si je n'étais pas celle qui avait le pouvoir de geler ses comptes s'il le fallait. Papa, est-ce que Garrett t'a fait signer quelque chose récemment ? Pour un prêt ? Une recommandation ? Il a dit que les banques aiment voir du soutien familial, répondit-il d'un ton détaché. J'ai juste attesté du caractère de mon fils. Je déglutis. Papa. Tu as lu ce que tu as signé ? Un silence, puis un souffle agacé. Allez, commence pas. Je dirige une entreprise depuis avant ta naissance. Je sais signer mon nom. Ma gorge se serra. Papa, c'était un contrat de co-emprunteur. Si Garrett ne rembourse pas, la banque se retourne contre toi, ton crédit, tes biens, ta retraite. Silence. Pour la première fois, il semblait incertain. Il m'a dit que c'était juste pour une référence. Ce ne l'était pas, tu es sûr ? Je regardai la page. Je l'ai sous les yeux. Il jura entre ses dents. Je dois appeler Garrett. Ne lui crie pas dessus tout de suite, soufflai-je. Sois prudent. Lis avant de signer. Même avec la famille. Ce garçon ne me tromperait pas, marmonna-t-il, agrippant son déni comme une bouée. Il est juste ambitieux. Ambitieux. Ce mot encore. Celui réservé uniquement à Garrett. D'accord, dis-je doucement. Fais attention.
En raccrochant, mes mains tremblaient pas de peur, mais de colère. Gareth avait manipulé mon père pour lui faire signer quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et mon père avait signé parce que, à ses yeux, Gareth était le soleil et la lune réunis. Je passais l'heure suivante à examiner le reste du dossier. Gareth avait gonflé son revenu d'au moins 60 000 $. Son compte bancaire ressemblait à un casino, énorme dépôt, retrait immédiat. Ses économies, 340 $. Son prêt immobilier en retard. Le paiement de sa BMW à peine tenu. Il coulait. Mais la banque ne pouvait pas le sauver. Ni éthiquement, ni professionnellement, ni prudemment. Ce prêt les enterrerait, lui et mon père. Le refus s'imposait. Sarah repassa la tête par la porte. Tout va bien? Je stabilisai ma voix. Oui. Tu peux me prendre un modèle vierge de lettre de refus? Je vais l'écrire moi-même. Elle hocha la tête et disparut. Seul à nouveau, je regardais la skyline de Chicago par ma fenêtre, acier, vert, ciel gris de novembre. Quelque part dehors, mon frère vendait des rêves à des clients fortunés tout en se noyant dans ses dettes. Ailleurs, mon père se vantait encore de lui auprès de quiconque voulait l'entendre. Et moi, j'allais le refuser. Pas par envie. Pas par rancœur. Mais parce que les chiffres disaient la vérité qu'aucun d'eux ne voulait voir. J'écrivis la lettre de refus avec un langage propre, soigné, professionnel, après examen attentif de votre demande datée du 15 mars, nous regrettons de vous informer que. Je marquai une pause avant de signer mon nom complet, Haley Brown, responsable de l'analyse du risque crédit, Great Lac Financial. Mon titre, celui que mon père réduisait à du papier poussé. Je l'imprimai, la signai, la déposai dans le courrier sortant une copie pour Gareth, une pour mon père, comme le voulait la procédure. Je restai longtemps debout devant ces enveloppes. Je savais ce qu'elles allaient provoquer, quelle fracture, quelle tempête approchait, mais c'était mon travail, et aucune partialité familiale ne changerait les mathématiques. Laisse la vérité parler d'elle-même, murmurai-je dans le bureau vide. J'éteignis la lumière et partis. Le lendemain, tout serait différent. Les lettres partirent le mardi. Le jeudi matin, mon téléphone vibrait déjà sur mon bureau comme s'il voulait en tomber. Je n'avais pas besoin de regarder l'appelant, je savais. Je n'étais juste pas prête. Je laissais sonner, encore et encore. 2, 5, 9 messages vocaux, tous de Gareth, chacun plus furieux que le précédent. Le 10e, j'écoutais, juste pour confirmer ce que je craignais. Sa voix explosa dans mes haut-parleurs, « Haley, c'est quoi ton problème? Tu as refusé mon prêt. Toi, de toutes les personnes, tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être approuvé. Tu m'as humilié. Tu as humilié papa. Tu pensais que ça allait servir à quoi? Rappelle-moi. » Ma gorge se serra, humilié résonna lourdement. Vers 11 heures, le groupe familial habituellement dédié à organiser les fêtes et à partager des photos de casseroles de maman se transforma en scène de crime. Papa, Gareth vient de recevoir une lettre de refus avec ton nom dessus. Gareth, incroyable. Sabotage de ta propre sœur. Maman, calmons-nous. Haley, peut-être que tu peux reconsidérer? Papa, encore, comment tu peux faire ça à ton frère? Sabotage. Que ce mot arriva vite. Je ne tapais rien. Aucune défense. Aucune explication. Je refusais de me battre pour une vérité qu'il ne voulait pas. Vers midi, mon téléphone vibra encore. Ethan, ça va? Tu as l'air silencieuse. Je fixai le message, tentant d'avaler la brûlure. Il ne savait pas encore. Personne ne savait. J'écrivis, histoire de famille. Assez grave. Je t'expliquerai. Il répondit aussitôt, je suis là. Toujours. Et je le croyais. Ethan ne m'avait jamais fait sentir que je devais mériter son attention. Il ne m'avait jamais comparé à qui que ce soit, pas même à Marissa, son ex, le genre de femme que mes parents adoraient, blonde, pétillante, sociable, capable d'apprivoiser un ours. Mais Ethan m'avait choisi, moi. Pas la version brillante, pas la version bruyante. Juste moi. Je posai le téléphone, pris une respiration et replongeai dans mon travail, analyse, évaluation de risque, approbation défendable, refus justifiable, les chiffres seuls qui avaient du sens. À 14h17, mon assistante repassa la tête. Haley. Ton père est dans le hall.
Mon estomac chuta. Je me levai si brusquement que ma chaise grinça. Dis-lui que je suis en réunion. Elle se tortilla, gênée. Il m'a déjà vu. Il sait que tu es là. Bien sûr qu'il le savait. Je redressai les épaules et marchai vers la salle de conférence vitrée au bout du couloir. Papa était déjà à l'intérieur, les bras croisés, la mâchoire serrée, faisant les 100 pas comme un homme qui se prépare à livrer bataille. Dès qu'il me vit, son expression se durcit. Explique. Pas bonjour, pas comment tu vas, juste explique. Je refermai la porte derrière moi. Papa, tu as refusé un prêt à ton propre frère, un prêt dont il avait besoin pour une opportunité professionnelle. Tu te rends compte à quel point c'est embarrassant pour lui, pour notre famille, pour moi? J'inspirai lentement, une habitude forgée par des années à avaler la déception de cet homme. Papa, dis-je doucement, ce n'était pas personnel. Son ratio d'être venu est. Oh, ne me sors pas ton jargon de banque, coupa-t-il. On est une famille. La famille est de la famille. Jamais, pas une seule fois, cette règle ne s'était appliquée quand moi j'avais eu besoin de quelque chose. Si je l'avais approuvée, dis-je prudemment, tu aurais été engagé comme co-signataire, et tu ne savais même pas que tu t'étais engagé à ça. Les yeux de papa brillèrent d'un éclat dur. Gareth ne me tromperait pas. J'ouvris le dossier que j'avais apporté et le lui fis glisser. Alors explique ceci. Ta signature sous co-signataire, pas référence, pas attestation de caractère. Co-signataire. C'est juridiquement contraignant. Il fixa le papier, cligna des yeux, tenta de comprendre. Mais comme toujours, il se replia dans la forteresse de sa fierté. Gareth a dit que c'était juste une référence, insista-t-il. Tu dois mal comprendre. Je sentis ma voix se fissurer, non par faiblesse, mais par épuisement. Papa, je suis gestionnaire des risques de crédit. Je ne me trompe pas sur ce genre de choses. Ses lèvres se tordirent. Tu crois que parce que tu t'assois derrière un joli bureau, tu en sais plus que ton propre père? Je crois que parce que je suis assise à ce bureau, je viens de t'éviter de perdre ta maison, murmurai-je. Ça l'atteignit. Il ne cria pas. Il se dégonfla, mais juste un instant. Puis il claqua le dossier et me pointa du doigt. Tu as toujours été contre lui. Je reculai. Quoi? Tu ne l'as jamais soutenu. Jamais célébré. Tu as toujours été jalouse. Jalouse du fils parfait. De l'enfant dont l'existence prouvait soi-disant la grandeur de ton père, du garçon doré dont les erreurs étaient pardonnées avant même qu'il ne s'excuse. Quelque chose se brisa en moi, silencieusement, comme du verre sous pression. Papa, dis-je calmement, ce n'était pas de la jalousie. C'était des chiffres. Des chiffres? Cracha-t-il. Tu as détruit la chance de ton frère à cause de chiffres. Non. Ma voix se raffermit. Je vous ai évité la ruine, à tous les deux. Il me fusilla du regard. Il avait besoin d'aide. Tu lui as claqué la porte au nez. Je croisai les bras. S'il avait voulu de l'aide, il aurait pu venir me voir lui-même, pas passer par une fausse explication pour t'avoir toi. Silence. Papa détourna le regard. Finalement, il marmonna, incroyable. Je ne sais même plus qui tu es. Et il partit. Pas d'au revoir. Pas un regard en arrière. Juste parti. Je restai seul dans la salle vitrée, fixant le reflet d'une femme que ma famille ne reconnaissait pas, alors qu'elle avait toujours été là. À mon bureau, mon téléphone vibra. Un autre nom. Marissa, l'ex d'Ethan. Publication publique. Certaines personnes goûtent un peu de pouvoir et se croient supérieures. Dommage quand ça leur monte à la tête. Des dizaines de likes, plusieurs connaissances en commun. Je soufflai, amer. Elle avait dû voir l'effondrement de Gareth en ligne ou en entendre parler. La rumeur va vite quand l'humiliation est impliquée. Ma poitrine se serra. Ma vision picota. Je ne savais même pas si c'était de la colère ou de la blessure. Non. C'était plus profond. J'étais fatigué. Fatigué de me justifier, fatigué de me défendre, fatigué que les autres ne voient que ce qu'ils veulent voir. À 17 heures, en rangeant mes affaires, Ethan appela. Dès que j'entendis sa voix, mes murs craquèrent. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'assis, respirant difficilement.
Ma famille, murmurai-je. Ils pensent que j'ai tout ruiné. Ils pensent que je l'ai fait par jalousie. Et tu l'as fait? Non, sanglotai-je. Je l'ai fait parce que sinon papa aurait tout perdu. Mais ça, ils s'en fichent. Gareth souffre et il leur fallait un coupable. Je suis pratique. Je suis silencieuse. Silence. Puis Ethan dit d'une certitude douce, tu n'as rien fait de mal. Mes yeux brûlèrent. Si, répondis-je en chuchotant. J'ai dit la vérité. Ce soir-là, en rentrant enfin chez moi, mon téléphone vibra encore. Un message de Gareth, tu vas le regretter. Je te le promets. Je le regardais, ni en colère, ni effrayé, juste en deuil de quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu, une famille qui me comprenait. Pendant 6 mois, personne n'appela, personne n'écrivit, personne ne demanda comment j'allais. Je devins la méchante de leur histoire. Mais les méchants connaissent encore la vérité. Et la vérité, c'est que je les avais sauvés. Ils ne le savaient simplement pas encore. 6 mois, c'est assez pour qu'une réputation s'effondre et que le silence devienne une habitude. Ma famille ne donna aucun signe de vie. Pas un appel, pas un message d'anniversaire, même pas un de ces textos passifs-agressifs de maman espérant que je mange bien. Je restais bloqué du groupe familial. Gareth me désabonna de partout. Papa fit comme si je n'existais plus, sauf quand maman le forçait à reconnaître mon nom. Mais les chiffres, eux, racontent des histoires même quand les gens ne le font pas. Et les chiffres de Gareth s'effritaient. Je l'entendais par fragments, les chuchotements de maman à une tante, un poste d'un cousin, une rumeur de voisinage. Le condo était en vente. La BMW avait disparu. Son Instagram était étrangement silencieux. Il avait déménagé dans un quartier moins cher. L'or avait terni. Il ne restait qu'un homme qui tentait de garder la tête hors de l'eau. Quant à moi, ma vie avançait. J'obtins une nouvelle promotion. Comme toujours, discrètement. Ethan et moi nous rapprochions. Il était mon refuge, mon endroit sûr. Il ne me demandait jamais de rétrécir pour tenir dans un cadre, ne me comparait jamais à quelqu'un de plus bruyant, de plus tape à accent grave-l'œil, Marissa incluse. Pourtant, une partie de moi restait sur la défensive. Les vieilles blessures cicatrisent lentement. Puis, un après-midi froid de novembre, alors que je terminais un rapport trimestriel, mon assistante passa la tête dans mon bureau. « Allez, il y a un appel pour toi sur la ligne 2. Il dit que c'est personnel. » Je fronçai les sourcils. Il a donné son nom? Elle hésita. Oui. Il a dit Gareth. Mon stylo glissa de mes doigts. 6 mois sans rien. Et maintenant ça. J'avalai difficilement. Passe-le. Le téléphone sonna une fois. Allez. La voix de Gareth était basse, calme, rien à voir avec le frère arrogant et tonitruant que j'avais connu. Je suis là, répondis-je. Un long souffle grésilla. Je suis dans ma voiture, devant le bureau de papa. Mon cœur accéléra. Il va bien? Oui. Ce n'est pas à propos de lui. Silence. Puis. Je dois te dire quelque chose. Le vent sifflait dans son micro. Il avait l'air plus vieux, fatigué, humain. Que s'est-il passé? Demandai-je doucement. Gareth inspira de nouveau, plus tremblant. Après que papa a reçu la lettre de refus avec ton nom, il ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Je restai interdite. 3 semaines? Il était furieux, continua Gareth. Pas contre toi. Contre moi. Il a dit qu'il s'était senti idiot. Qu'il m'avait fait confiance aveuglément. Que je n'aurais jamais dû le mettre dans cette position. Je me redressai. Ces mots-là. Papa n'avait jamais eu ce genre de lucidité. Et Gareth ajouta, il a dit autre chose. Je retins mon souffle. Il a dit, j'ai élevé 2 enfants. L'un que j'ai célébré et l'autre que j'ai complètement mal jugé. Mon cœur se serra brutalement. Je m'agrippai à mon bureau. Il a dit ça? Oui. Un autre souffle. Allez. Il a dit à ses gars au travail qu'il s'était trompé sur toi. Qu'il avait passé des années à se vanter du mauvais enfant. Ma vision se brouilla un instant. Gareth continua, confession après confession. Et moi aussi, j'ai eu tort. Ce soir-là, au dîner, quand papa s'en est pris à toi,
j'aurais pu l'arrêter. J'aurais dû. Mais ça faisait du bien, tu sais. D'être celui dont il était fier, d'être le successful one. Je ne me souciais pas de ce que ça te faisait. Il ne le disait pas avec arrogance mais avec honte. Et quand tu as refusé le prêt, j'étais en colère. Mon Dieu, j'étais furieux. J'ai dit des choses horribles. Mais allez. Sa voix se brisa. Tu m'as sauvé. Je le sais maintenant. Je posai une main sur ma bouche. Pendant 6 mois, j'avais porté le poids d'être la méchante, la sœur jalouse, la banquière froide. Mais la vérité avait toujours été là. Garrett reprit, plus doucement. J'ai vendu le condo, rendu la voiture. Je rembourse mes dettes. Je reconstruis. Vraiment. Et c'est grâce à toi. Je ne répondis pas. Pas encore. Et il y a autre chose. Il hésita. J'ai rencontré quelqu'un. Une pointe d'inquiétude me traversa. Qui? Elle s'appelle Lisa, dit-il, et j'entendis quelque chose de chaud dans sa voix, quelque chose que je n'avais plus entendu depuis notre enfance. Elle est prof, gagne 43 000 par an, conduit une Honda Fi avec une bosse dans la portière. Je laissai échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Bien sûr, il mentionnerait la bosse. Elle ne se soucie pas des vieilles histoires, continua-t-il. Elle ne se soucie ni de l'argent, ni du statut, ni des voitures. Elle se soucie seulement des gens. Il fit une pause. Elle a demandé après toi. Moi? Clignai-je des yeux. Oui. Elle a dit, parle-moi de ta sœur. Pas des drames familiaux. Dis-moi qui elle est vraiment. Et je me suis rendu compte, il expira, que je n'avais pas su lui répondre. Ma poitrine se serra. Je connais mieux ton CV que je ne te connais toi. Je connais ton titre, ton travail, une idée de ton salaire. Mais je ne sais pas qui tu es quand tu ne travailles pas. Ce que tu aimes, ce qui te fait peur, ce que tu veux. J'ai passé des années à essayer de te surpasser, et pas une minute à essayer de te connaître. Une boule se forma dans ma gorge. Je suis désolé, allez. Vraiment désolé pour le dîner, pour le prêt, pour tout. Un silence long, doux, lourd s'étira entre nous. Tu m'appelles parce que Lisa pense que tu devrais? Demandai-je doucement. Ou parce que tu le veux vraiment? Une autre longue pause. Les deux, admit-il. Elle m'a aidé à voir les choses. Mais je le veux. Je veux arranger tout ça. Je ne sais juste pas comment. Et j'ai peur qu'il soit trop tard. Mon cœur se serra. Tant d'années à être ignoré. Tant de fois où j'avais avalé ma valeur pour qu'il brille. Tant de moments où j'avais choisi le silence plutôt que le cri. Je laissai échapper un souffle lent. Non, dis-je, il n'est pas trop tard. Mais je n'avais pas terminé. Mais Garrett, on ne peut pas revenir à ce que c'était. Je ne passerai plus ma vie à essayer de me prouver à toi, à papa, ou à qui que ce soit. Je sais qui je suis maintenant. Je sais ce que j'ai construit. Si tu veux me connaître, vraiment me connaître, alors tu dois accepter que je n'ai pas besoin de ta validation. Un petit son lui échappa, moitié rire, moitié sanglot. Tu as mon respect, allez. Tu l'as depuis des mois. Je ne savais juste pas comment te le dire. Mes yeux s'échauffèrent de larmes que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. Alors commence par me parler de Lisa, murmurai-je. Les vraies choses. Et il le fit. Pendant 20 minutes, il parla de la femme qui l'avait aidé à devenir quelqu'un d'honnête, de posé, de réel. Une femme qui se moquait du clinquant. Une femme qui n'avait pas besoin qu'il joue un rôle. Une femme qui lui avait demandé la même question que je me posais depuis des années, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Lorsqu'il eut fini, il expira. Elle veut te rencontrer, dit-il doucement. Nous le voulons tous les deux. Pas de drame, pas d'attente. Juste nous trois. Apprendre à se connaître. J'avalai difficilement. J'aimerais ça. Nous avons raccroché. La ligne se coupa. Je restai longtemps dans mon bureau, alors que la ligne d'horizon de Chicago s'assombrissait derrière la fenêtre. J'observais l'équipe de construction d'en face ranger leur matériel, stable et méthodique, reconstruisant, réparant, renforçant les fondations. Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Je répondis. Bonjour Allais.
C'est Lisa. J'espère que ça ne te dérange pas que Gareth m'ait donné ton numéro. Il pense énormément de toi. J'ai hâte de te rencontrer. PS. Il s'entraîne à te demander d'être sa best woman au mariage. Je te préviens. Un rire léger m'échappa. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ressentis quelque chose qui m'avait manqué depuis longtemps. L'espoir. Pas celui qui supplie. Pas celui qui tremble. Mais celui, calme et solide, qui vient du fait qu'on se sent enfin vu. Je me tins à la fenêtre en regardant les ouvriers charger leurs outils dans les camions. Reconstruire prenait du temps. Les familles aussi. Mais peut-être qu'il nous restait encore une base sur laquelle bâtir. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, l'identifiant me pétrifia. Papa. Il laissa sonner si longtemps que je me demandais s'il abandonnerait avant que je trouve le courage de répondre. Il ne le fit pas. Il laissa sonner jusqu'à ce que j'appuie sur « Accepter ». Papa. Un souffle, rude, irrégulier, grésilla dans le haut-parleur. Allez, il faut qu'on parle. Pas en colère, pas accusateur. Juste fatigué. Et pour la première fois de ma vie, j'entendis dans la voix de mon père quelque chose qu'il ne m'avait jamais adressé, de l'incertitude. D'accord, dis-je doucement. J'écoute. Il s'éclaircit la gorge. J'ai parlé à ton frère. Mon pouls cogna une fois, fort. Et demandai-je prudemment. Et il m'a tout dit, une pause, sur le prêt, sur ce qu'il a signé sans comprendre, sur comment tu as essayé de me protéger. Un silence dense remplit l'espace entre nous. Puis papa prononça les mots que je n'aurais jamais pensé entendre, je me suis trompé. Mon souffle se coupa. Papa laisse-moi finir, m'interrompit-il, la voix brisée. Je me trompe depuis longtemps à ton sujet. Sur ce qu'est la réussite. Sur ce qui compte. Je t'ai jugé sur les apparences, sur le clinquant, sur le bruit. Un souffle tremblant. Et j'ai ignoré tout ce qui fait que tu es toi. Une larme solitaire glissa sur ma joue. Je l'essuyai avant qu'elle ne tombe complètement. Je n'ai pas vu ton travail, continua-t-il plus calmement. Pas vraiment. Je n'ai pas vu le poids que tu portes. La responsabilité. Je pensais que tu étais en sécurité, confortable, que tu jouais à faire semblant de travailler dans un bureau. Un rire cassé. Mais tu protégeais des familles. Tu protégeais la mienne. Il avala difficilement. Je suis désolé, allez. Mes jambes faillirent céder. L'excuse que j'avais secrètement désirée pendant la moitié de ma vie. La reconnaissance que je m'étais juré de ne plus attendre. Et pourtant, la voilà. Je ne m'attendais pas à t'entendre dire ça, murmurai-je. Je sais, répondit-il après une pause. J'aurais dû comprendre que ton travail comptait. J'aurais dû comprendre que tu comptais. Mais je ne voulais pas le voir. Ça me faisait me sentir vieux. Ça me forçait à admettre que je ne comprenais pas ton monde. Son honnêteté était brute, lourde, douloureuse, mais vraie. J'aimerais avoir une chance de réparer les choses, dit-il. Si tu me la donnes. Je laissai les mots se déposer en moi. Pendant des années, j'avais poursuivi son approbation comme on cherche de l'air. Mais maintenant, je n'en avais plus besoin. Je voulais encore une relation, mais pas l'ancienne. Je suis d'accord, dis-je doucement. Mais les choses doivent changer. Je sais, murmura papa. Je ne vous comparerai plus. Je ne rabaisserai plus ton travail. Je ne te rabaisserai plus, toi. Ma voix s'adoucit. Merci. Nous parlâmes encore quelques minutes, maladroits, hésitants, essayant de naviguer un terrain nouveau. Mais c'était un début. Fragile, bancal, mais réel. Lorsque l'appel prit fin, je restai silencieuse longtemps, laissant tout retomber. La confession de Gareth, la gentillesse de Lisa, l'excuse de papa, ma voix enfin stable. Je n'étais plus la méchante. Je n'étais plus la fille oubliée. J'étais simplement Allais, une femme qui avait construit sa vie sans applaudissements et qui était enfin reconnue pour cela. Une semaine plus tard, j'arrivai dans un petit café près de la rivière choisie par Lisa. Terrain neutre, lumière chaude, murs de briques, des plantes partout. Gareth se leva lorsque j'entrai. Il avait changé, pas plus pauvre, pas brisé, juste plus ancré, plus humain.
Lisa me sourit largement et me fit signe d'approcher. Allez, enfin. Elle me prit dans ses bras avant que je puisse réagir. Elle sentait la vanille et les copeaux de crayon, l'odeur de quelqu'un qui corrige des copies tard dans la nuit. Gareth s'éclaircit la gorge. Allez, voici la femme qui m'a sauvé la vie. Je clignai des yeux. Quoi? Lisa sourit. Il le pense vraiment. Perdre tout a été terrible, mais perdre le masque, la performance. C'est ça qui l'a sauvé. Gareth hocha lentement la tête. Tu as sauvé le crédit de papa. Tu m'as sauvé d'un autre désastre financier. Mais Lisa, elle, m'a sauvé de moi-même. Je l'ai regardée et quelque chose se réchauffa dans ma poitrine. C'était réel. Nous commandâmes des cafés. Nous rîmes plus que je ne l'aurais imaginé. Nous parlâmes de tout, histoire d'enfance, vieille rancœur, blessures cachées. Pour la première fois, Gareth me posa des questions sur moi. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Quel est ton travail de rêve? Quelle est ta plus grande peur? Que aimes-tu chez Ethan? Et il était étrange de constater combien je devais réfléchir. Personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé. Lisa le poussa doucement du coude. Demande-lui la grande question. Gareth gémit. Lisa, voyons. Tu dois, insista TL. Je haussai un sourcil. Me demander quoi? Gareth prit une grande inspiration puis lâcha d'un coup, est-ce que tu veux être ma best woman au mariage? Je restai figé. Il se dépêcha d'ajouter, Lisa a dit que je devais demander. Enfin. Évidemment. Ça devait être toi. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Et je veux que tu sois à mes côtés. Pas par obligation familiale. Parce que je le veux. Ma gorge se serra. Pas de champagne, pas de BMW, pas de public. Juste mon frère, sincère. Je hochai lentement la tête. Oui, murmurai-je. J'en serais honoré. Gareth expira comme s'il retenait son souffle depuis des années. Lisa tapa joyeusement dans ses mains. Parfait. Le mariage ne sera pas bancal, maintenant. Nous parlâmes encore 1 heure. J'appris que Lisa collectionne les tasses en forme d'animaux. Que Gareth veut un petit mariage, pas un spectacle. Qu'il prévoit d'acheter une maison modeste, pas un condo dans les nuages. Qu'il travaille avec un conseiller financier par choix. Qu'il est heureux. Pas pour paraître. Réellement heureux. Ce soir-là, en rentrant, l'appartement était plongé dans une lumière douce, la lampe du salon allumée. Ethan m'attendait sur le canapé avec des plats à emporter et des couvertures. Il leva les yeux. Alors? Comment ça s'est passé? Je m'assis à côté de lui, me blottissant contre sa chaleur. Bien, dis-je doucement. Vraiment bien. Ses yeux s'adoucirent. Tu le mérites. Je posai mon front contre son épaule. Pour une fois, je le crus. Mon téléphone vibra. Un message de papa. Fier de toi. Dîner ce week-end. Juste nous deux. Je veux repartir à zéro. Je laissai échapper un souffle tremblant. Pas la victoire, pas la revanche. Juste la paix. Ethan déposa un baiser sur ma tête. Quoi? Murmura-t-il. Rien, chuchotai-je. C'est juste que la réussite, maintenant, c'est quelque chose que je peux enfin partager. Et je réalisais quelque chose, j'avais cru pendant longtemps que la réussite sans reconnaissance suffisait. Mais la réussite avec compréhension, avec amour, avec guérison. C'était quelque chose de totalement différent. Quelque chose de meilleur. Quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit.